J'ai pas mis mon téléphone en mode avion. Normalement, c'est pas très grave. Mais bon, on évitera de me faire chier. C'est que maintenant que je suis influenceur. C'est ça, bah oui. Twitch. On n'y est pas encore. Demain. Enfin, pour Marc, si. Quand l'émission sortira, j'aurai lancé ma première. On verra. Ça s'est bien passé ou pas Voilà. Et tu reçois qui du coup? Demain, je reçois je sais pas si vous le connaissez, mon pote streamer Gros Bob. Il a déjà pas. On fait des émissions live sur les Oscars en général. Oui, ok, ouais. On avait déjà vu quelques. Ouais, voilà. Il y a une année, vous l'aviez vu, on était un peu éméchés. On avait bu un peu trop d'after. Là, on a arrêté du coup. La baffe de Will Smith, vous l'avez raté. Oui, c'est vrai, on avait raté la baffe de Will Smith. On pensait que c'était un happening. Bah ouais. Du coup, tu sais, on était là, on parlait, une baffe, c'est rigolo. Donc voilà, mais sinon, voilà, cette fois-ci, c'est sur ma chaîne, du coup, et c'est lui qui vient, justement pour m'aider aussi un peu à la technique, parce que c'est un boulot, quoi. Et toi, justement, c'est quoi ton... parce que tu dis, déjà ta carrière, même si t'as pas 40 carrière, ans, c'est un grand mot, ouais. Là, pour l'instant, c'est quoi pas ton cursus, sans parler des études, mais tu te situes où, toi? C'est une bonne question, parce que j'ai pas mal changé de voie, en fait. Moi, j'aime bien me dire chef opérateur, mais je trouve que le mot est un peu gros, puisque chef opérateur, il existe des formations, hein. D'ailleurs, il existe des formations pour être chef opérateur. Chef opérateur, donc directeur de la photographie, pour expliquer un petit peu, c'est celui qui s'occupe de la gestion de la lumière, du cadrage, d'un côté artistique et technique. On va dire que le chef opérateur, c'est plus le côté technique, et quand on dit directeur de la photo ou DOP, on inclut le côté artistique, limite de la co-réalisation presque, hein, d'accord? Mais bon, les deux mots se mélangent un peu en français. Et moi, c'est ce que j'affectionne le plus. Je suis moins à l'aise, par exemple, tout ce qui est scénarisation, tout ce qui est écriture. La réalisation, j'aime bien, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Par contre, travailler avec un réalisateur et lui apporter un éclairage, dans tous les sens du terme, ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc moi, je tends à me tourner un peu vers ça, c'est ce qui me plaît le plus. Mais force est de constater, je suis donc indépendant, vidéaste, comme on dit, donc polyvalent, réalisateur, monteur, voilà, chef opérateur, je fais un petit peu tout, car les productions sont souvent à des budgets un peu plus minces. Du coup, tu te retrouves à faire tout en petite équipe. Et voilà, et du coup, j'ai commencé comme ça, puisque j'ai fait... pour vous expliquer rapidement, mais je travaillais dans des agences comme Pinkanova à Toulouse, par exemple. Donc, on fait pas mal de vidéos corporate, institutionnelles, publicité. Et on t'apprend pas mal à travailler un petit peu tout seul, avec du matériel léger, un petit peu comme ce que vous avez là, qui est de très bonne qualité, hein, on peut le dire. Et du coup, de fil en aiguille, après, j'ai monté une société, puis après, j'ai arrêté, puis après, je me suis mis à l'enseignement, puis intervenant. C'est comme ça que je vous ai connu. Puis j'ai continué à côté, et puis après, il y a eu le Covid. Puis j'ai tout perdu. J'ai vraiment perdu tous mes clients parce que j'avais que des petits clients. Et du coup, je me suis mis full dans l'enseignement. Puis j'en ai eu marre, mais vraiment, j'en pouvais plus. Je confondais les écoles. À partir de là, tu vas pas dans la bonne école. Et du coup, après, j'ai repris grâce à un collègue à moi qui était, lui, qui travaillait au Canada, à Montréal, qui est revenu sur Toulouse et qui, par son réseau, a débloqué pas mal de productions qui nécessitaient d'être deux. Et moi, j'avoue que je me suis servi pas mal du Covid pour me former sur plein de trucs. Je sais pas vous, mais je regardais plein de vidéos. Typiquement, comment fonctionne Twitch, là où j'ai connu Twitch. Comment tu fais du live avec une petite régie. Vous savez, les ATEM Mini, là, ces petites régies où tu fais tout seul sans passer par l'énorme régie Blackmagic, là. Tous ces trucs-là, ça m'a passionné. Et il s'avère que sur ses prods à lui, il en avait besoin. Du coup, au début, je l'aidais, je lui disais quel matériel prendre, un peu consultant technique. Et après, de fil en aiguille, on travaillait ensemble. Il m'a pris sur les prods, il m'a délégué les productions. Et du coup, j'ai pu requitter quelques écoles pour parce que j'aime bien ça, enseigner. Je trouve ça cool d'avoir un lien avec les étudiants. Ça t'oblige aussi à être à la page. Mais je voulais pas faire que ça. Donc là, maintenant, je fais ça 1 à 2 fois par semaine. Et le reste du temps, j'essaie d'être sur de la production. Et du coup, maintenant, sur Twitch, pour un petit peu discuter et faire profiter de ce réseau-là, d'étudiants, professionnels que j'ai rencontrés, pour vraiment discuter autour de ça et à la fois donner des petits tips sur la création, l'audiovisuel. Voilà. Mais vraiment, je veux que ça soit en mode très chill, comme on dit, très cool. Je veux pas que ça soit une masterclass, une démonstration de compétences. On discute, comme on fait là, vous voyez, on échange de manière... sympathique autour de ça, quoi. Je sais pas si j'ai un peu trop dit, mais voyez un peu l'idée. Voilà, vous avez un peu le côté enseignant, tu trouves que ça t'apprend aussi à toi ou c'est là pour l'instant tu donnes tout ce que tu as appris Car alors le côté enseignant, ça me plaît beaucoup parce que vraiment j'ai l'impression que j'apprends plus que les élèves parce qu'ils arrivent toujours avec des idées déjà. Alors,
comme je le disais tout à l'heure, des fois je suis surpris par les talents de réalisation qu'ont certains de mes étudiants. Et là, je m'encourage, c'est là où je mets entre guillemets, les 18 sur 20, les 20 sur 20, parce que je me dis, franchement, moi, ça, je ne sais pas faire. Hein. L'idée qu'il a eue, l'utilisation qu'il a eue de ce plan-là, le mettre en place, je dis, franchement, là, j'aurais pas eu l'idée. Donc là, au contraire, je vais pas être le vieux prof jaloux, tu sais, je vais lui mettre des bâtons dans les roues, il va me piquer mon client, tu vois. Non, au contraire, je dis bravo. Et j'aime bien justement quand, dans les classes qu'on a, alors vous, c'est un peu particulier parce que vous étiez dans une classe de monteur à la base. Ça, parce qu'on l'a pas dit, mais du coup, tu étais un enseignant dans l'école dans laquelle on s'est rencontrés. Donc, c'est un peu notre point commun, du coup, à nous trois. Et je sais pas si on a eu des 18 au passage, nous. Si. C'est comme ça qu'on a été amené à faire du coup New Life. C'est vrai. C'était un projet que tu nous avais imposé, qui était une fiction dirigée avec deux thèmes, deux genres plutôt, qui était science-fiction et comédie. Très dur d'ailleurs. Et en fait, les groupes avaient été formés par rapport au partiel d'avant. Oui, je me rappelle. Je fais jamais ça d'habitude, c'est d'équilibrer les... Encore une fois, les notes, c'est subjectif. Oui, bien sûr. Mais je me suis dit, là, quand même, j'ai vu des projets très, très haut niveau, toutes classes confondues. Hein. Donc, j'enseigne depuis 7-8 ans. Et du coup, là, je me suis dit, là, vraiment. Et je me suis dit, si je les mets tous ensemble... Et en fait, je pensais qu'il y aurait des batailles d'ego, en fait. Je me suis dit, ils vont se bagarrer en termes de j'ai la meilleure idée. Je les ai bouffés, donc... il y aurait des batailles d'ego. Et en fait, je sais pas, tout le monde a pris sa place comme une équipe pro. Et vous avez fait un super projet. Et c'est vrai que c'était cool. Et en même temps, les autres, je voulais justement que ça les stimule. En mode, putain, il l'a mis entre guillemets, hein, vraiment. Les meilleurs ensemble, et les autres, je me suis dit, ils vont dire on va déchirer, qu'on va tout déchirer. Donc en vrai, ça a fait des projets quand même cool, hein, de tous les côtés. Dans mes souvenirs, j'ai des bons souvenirs. Mais c'est vrai que vous, en plus, vous aviez continué le projet, quoi. Ce que je disais, c'est que vous, la subtilité, c'est que vous étiez une classe de monteurs / effets spéciaux, et pourtant vous aviez des très grandes compétences en réalisation. Et c'est là où j'aimerais bien, moi, transférer des étudiants, faire des groupes de toutes mes écoles, parce que du coup, j'enseigne dans un bachelor de réalisateur-monteur. Et j'adore parce que justement, là, j'ai des profils. Je pense à une de mes étudiantes, par exemple, ou même deux de mes étudiantes qui font des réalisations vraiment... il y a de l'idée, quoi. Il y a vraiment de l'idée, il y a une direction artistique. Et je me dis, voilà. Et vous, pareil, je vous aurais bien mis dans cette case-là. Certains, vous êtes très bons à la technique, plus la lumière, au cadre. Donc, en fait, j'aime bien créer des petits poules d'équipes comme ça, ou comme vous, hein, vous vous êtes trouvés un petit peu chacun à son poste. Et ça me passionne de voir les équipes se faire, les projets se faire. Et je suis même jaloux parce que... Le problème qu'on a dans la création, c'est que et encore vous, je suis étonné parce que, bravo à vous, mais vous arrivez quand même à vous motiver à faire des projets perso, par exemple. Mais souvent, on procrastine, on se dit, j'ai pas le temps, c'est pas payé, j'ai autre chose à faire, je culpabilise parce que je fais pas de travail qui rapporte de l'argent. Et moi, le premier, du coup, tous mes potes me disent, vas-y, on fait des prods, quoi, on fait des films, on fait des fictions. Et je dis ouais. Et au final, j'ai jamais le temps, je prends jamais le temps. Le week-end, j'avoue, j'ai une semaine de cours, je suis claqué, j'ai envie de me poser et regarder Netflix, quoi. Donc voilà, il faut, je le dis à moi-même, mais il faut se motiver des fois à faire des petites productions, même si c'est des trucs courts, faut pas forcément viser. Vous encore, vous faites des trucs, la 3D et tout, je sais pas comment vous faites. Mais voilà. C'est lui là-bas. Mathéo est assez impressionnant. Nous, on a instaurer un petit truc, parce que comme on est intermittent ou freelance, on ne travaille pas tout le temps, et c'est vrai que la majorité du temps, on cherche du travail. Mais on s'est quand même fixé un objectif, c'est d'avoir un minimum à 35 heures de travail, que ce soit payé ou pas. Donc on a inclus aussi dedans voir des films, on le compte, écrire des scénarios, et si on n'a rien, on a tout le temps quelque chose en fait. C'est pas possible de rien avoir selon moi. Et du coup, donc notamment il y avait voir des films. Et ça fait une transition parfaite pour... Très bon conseil en tout cas chez vous, s'imposer un temps parce que au final on l'a explosé, on est bien au-delà de 35 heures. Mais au moins ça vous oblige à rester actif, et même si c'est pas payé, ce que je disais moi dans ma démarche de lancer ma chaîne Twitch, c'est exactement ça. C'est là par exemple j'ai pas de travail en ce moment, actuellement j'ai pas de projet, c'est enfin, et du coup je me focalise là-dessus. C'est con, mais sortir des reels, tout ça, c'est du boulot en fait. Je me rends compte, ça m'a pris une journée, quoi. Donc comme tu dis, c'est bien de se dire j'inclus tout ça dans un pack et je fais mes heures. Et après, forcément, on en rajoute. Hein. C'est notre métier de passionné. Tout à fait. On en rajoute ou on en fait moins. Moi, je sais qu'honnêtement, le 35 heures, les semaines, surtout au début. Au début, j'avais du mal à le tenir. En plus, il y a le côté... on travaille chez nous, ça, on en avait parlé. Comme on a un collectif, on avait parlé aussi de prendre des locaux à un moment. C'était un peu le truc qui nous boostait le plus de prendre des locaux, c'est de se dire, on se lève, on va au boulot, on revient. Et il n'y a pas ce truc de il t'est tenté un peu par tout ce qu'il y a autour de toi. Exactement. Mais en fait, c'est une rigueur de travail qu'on s'impose. Et au fur et à mesure qu'on a nos projets perso qui fait que ça nous prend du temps, ça nous motive. Et, moi, c'est comme ça que j'ai réussi à avoir mon 35 heures. C'est en fait,
le premier épisode, ben, les reels, ça m'a tenu. Une fois qu'il est sorti, on a eu pendant un long moment pour créer tous les reels, etc. Ce qui est dur, c'est les petites animations, j'ai vu. Enfin, oui, c'est ça. C'est gros taf quand même. Ouais, mais ce qui est dur là-dedans, dans le 35 heures, je pense, c'est de se lancer et de se dire, bon, vas-y, qu'est-ce que je fais comme nouveau projet? Et après, une fois qu'on est parti, vu que c'est une passion, ça part tout seul. Mais c'est le départ, en fait, qui est compliqué, je trouve. Et du coup, allez, cinéma. Oui, non, mais en vrai, le cinéma. Ouais, moi, en fait, j'aime bien revenir sur le. En fait, je trouve que ça colle un peu avec le lancement sur Twitch et l'éducation. C'est que t'as vraiment on sent une volonté de un peu transmettre, pas d'apprendre. On le sentait aussi dans les cours et c'est ce que tu dis, c'est pas une masterclass, mais plutôt propager et partager. Et en fait, je trouve que, on a vu ta liste que tu nous as envoyée là, c'est quand même très différent de ce que tu nous as envoyé et c'est trop cool. Enfin, genre. Tout. Il y a vraiment de tout. Je vous ai envoyé une liste. C'est des choses que j'aime. C'est vraiment les choses que j'aime. Il y a vraiment de tout. Et comme vous, alors je me dis pas cinéphile. Malheureusement, je pourrais pas vous donner tous les réals, toutes les dates. Oui, voilà, même si j'aime bien découvrir des films de toute époque, de tout pays. Voilà. Mais ouais, c'est ça qui me passionne, c'est que je peux aller regarder un Marvel Avenger et juste après aller regarder le dernier Ken Loach. Il y a aucun souci là-dessus. Alors forcément, il y a des films que j'affectionne moins, des styles, des genres que j'affectionne moins, comme tout le monde. Mais je trouve qu'il y a toujours des bonnes choses à voir. Comme vous, j'ai regardé un peu les films qu'il y avait aux Oscars, à Cannes aussi. Et c'est pareil, à Cannes, il y a des trucs vraiment, tu dis waouh, la claque. Et des fois, tu dis ouf, les algues mortes, les herbes sèches et compagnie, là, faut. Je ne sais plus les titres, mais les Magnolias, il y a des trucs comme ça, des titres très canois. Des fois, c'est très bien parce que tu rentres dedans, tu es en empathie avec les personnages, parce que c'est quand même des films, comme dit, d'auteur, donc très basés sur l'écriture, le personnage. Des fois, c'est un peu plus compliqué. Donc, des fois, un bon. Là, hier, j'ai vu The Fall Guy avec Ryan Gosling. Ah, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Ça me tentait je l'ai vu parce que ma compagne voulait le voir. Et j'ai passé un bon moment. Je ne m'attendais pas, mais j'ai passé un bon moment. Le réalisateur, donc, qui est David Leitch, qui a fait. Pas Lynch, Leitch, qui a fait Bullet Train, que j'avais aimé. Tu sens que le mec, c'est un cascadeur, ça respire d'amour pour ça. Jetez-y un coup d'œil. Bon, c'est une petite comédie romantique, mais il y a des plans trop cool, c'est très satisfaisant. Je me suis dit, merde, j'ai plus l'habitude de voir des films comme ça, presque. Et j'ai passé un bon moment, donc. Bullet Train, j'avais bien aimé, moi. Ouais, moi j'avais bien aimé. C'est aussi lui qui a fait les Deadpool 2, je crois. Ouais, on sentait un peu le. Tout à fait. En fait, moi, le premier. Le premier sûr, le 2, je sais pas. Je vais pas me rappeler. Peut-être t'as raison, peut-être le 2 aussi. Je sais pas, moi j'ai vu que le 1. Ou alors c'est le 2 qu'il a fait, pas le 1. Je crois qu'il a fait que le 2. D'accord, t'as raison. Ok, merci. N'hésitez pas à nous corriger, si jamais. Ok, il a fait le 2 alors. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment sur ce film, c'est le côté, c'est sur un cascadeur, c'est fait par un cascadeur, et on sentait vraiment un truc de. On commence à en parler un petit peu avec l'Oscar pour les cascadeurs. Il parlait de faire un Oscar pour les cascadeurs. Dans le film, il faut un petit clin d'œil à ça, justement. Ouais. Et je trouvais ça cool de justement faire un film là-dessus, en plus par quelqu'un qui est vraiment passionné de ça, et donc. C'est ça qui m'intéressait vraiment avec ce discours-là. C'est pour ça que c'est cool. C'est comme, vous savez, par exemple, les John Wick. Le metteur en scène de John Wick, c'était un coordinateur, un chorégraphe de combat et tout ça. Donc, il y a cette maîtrise dans les séquences de John Wick que tu ne retrouves pas dans les Taken de Liam Neeson, les derniers, là où c'est complètement... Donc, voilà, des films comme ça, quand c'est bien réalisé et que ça va jusqu'au bout de son idée, John Wick, ça va clairement à fond dans l'idée. Ça surligne, quoi. Ouais, c'est à l'opposé de Taken, même niveau montage. Complètement. C'est quasiment que des plans séquences avec des longues... Je me rappelle dans le dernier, je crois que c'est dans le dernier, ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, le dernier. Le plan zénital là, trop bien. Mais qui dure bien 3-4 minutes de combat où du coup c'est en studio et on passe au-dessus. Tu l'as vu ou pas? J'ai pas vu, mais je vois. Franchement, la séquence, c'est un peu à la Hotline Miami en jeu vidéo. Tout à fait. C'est exactement Hotline Miami en jeu vidéo. C'est complètement la ref, je pense. Ok. Donc tu fais ça. Voilà, tu vois. Et d'un point de vue mise en scène, c'est vrai qu'ils se font chier à filmer de la bagarre, donc qui est vraiment la base des chorégraphies, mais d'une manière totalement différente et essayer de rajouter quelque chose. Et oui, il y a un vrai respect des chorégraphies dedans. Ouais, non, mais c'est pour ça, moi donc voilà, comme tu pourras en venir à ce que tu disais, j'essaie d'avoir un vaste panel du cinéma. Alors j'affectionne particulièrement le film de genre, d'où mon t-shirt, le Grindhouse Paradise sur Toulouse. Ils viennent passer, là c'était le week-end dernier. Et là c'est une sélection typiquement de films fantastiques, donc horreur par exemple, science-fiction, autour du fantastique, pardon. Et tu as une sélection, mais c'est des films d'autres pays, des films du Luxembourg, des films... il y a forcément de coréen, des films allemands. En fait, tu as vraiment plein de pays qui sont représentés. Et c'est des films qui ne sont pas distribués chez nous.
donc c'est parfois dommage. Alors des fois on les retrouve quand même dans des festivals et tout ça, ou des fois ils sont sélectionnés sur Shadows ou des plateformes un petit peu spécialisées. Et là, ouais, des fois tu dis waouh, c'est génial, mais tu peux pas les voir ailleurs. Donc ça aussi, j'adore aller voir des films sans trop savoir ce que je vais voir. Okay. Juste, je sais que quand on dit film de genre, c'est qu'on sait que le genre, on l'affectionne. C'est pour ça qu'on sait que ça va aller rentrer dans les codes d'un genre. Donc je sais que j'aime bien le fantastique et l'horreur. Et en effet, on retrouve les codes d'un genre, mais toujours avec une subtilité ou quelque chose. Et j'avoue que ça, à la fois, je suis content parce que je retrouve des choses que j'aime, et à la fois, donc, j'ai l'originalité du film, entre guillemets. Donc ça, c'est ce que je préfère dans le cinéma, là où je vais plus avoir du mal avec les films un peu, vous savez, sociétal, sociaux, français, capitalistes, tout ça. Enfin, je m'entends, mais voilà, là où ça me parle un peu moins, ça m'intéresse un peu moins, même s'il y en a qui sont très très bien, les films de Stéphane Brisé, tout ça, j'en ai vu. Mais voilà, je préfère... le cinéma, j'aime bien quand c'est du fantastique, moi, j'aime bien quand ça dégouline un peu de sens. Ouais, quand on fait pas une peinture du réel et qu'on va ailleurs. Voilà. Mais je vous conseille, par exemple, Je verrai toujours vos visages, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, totalement. Lui, par contre, on est dans du réel, c'est très simple en termes de mise en scène, entre guillemets. Mais c'est super propre, quoi. C'est maîtrisé à 100%. Et les acteurs. Et les acteurs, exactement. Donc, exemple même de film qui peut me faire changer d'avis, auquel je mets facile un 8 sur 10 sur Sens Critique. Donc voilà, mais bref, on s'en fout, mais c'est... Voilà. Tout est bon à prendre, quoi. Du coup, t'es team Sens Critique plutôt que Letterboxd ? Ouais, en fait, Letterboxd, j'ai toujours été sur Sens Critique, donc j'ai même pas pensé à regarder ailleurs. Mais il y en a qui, on m'a dit qu'il y avait Letterboxd aussi, il y en a plein qui me disent ça. Là, ça marche. Non, et du coup, oui, chef opérateur, moi, je pensais pas que c'était... je pensais vraiment que t'étais réel à 100%. Et je pensais pas que t'allais vraiment sur l'image. Est-ce que tu fais aussi, du coup, l'étalo ? Alors, on va en parler de l'étalo. Je suis daltonien à un certain pourcentage, donc je peux pas non plus aller trop loin, mais j'adore ça. C'est un truc qui me passionnerait, mais je peux pas aller trop loin. Mais ouais, du coup, j'essaie toujours quand même de... En fait, ben, tu vois, quand tu passes les BTS images, par exemple, l'épreuve des BTS images, c'est tu fais le cadre, tu fais des cadres et tu fais quand même une passe à l'étalo. C'est quand même dans l'examen des BTS images. Donc le BTS, il faut savoir, c'est un peu France Télévisions qui l'a mis en place justement pour former des techniciens en région. Maintenant, ça vaut plus. Honnêtement, ça vaut plus grand-chose, je trouve. Ça mériterait d'être mis à jour. Et du coup, ouais, chef opérateur, pour moi, ça demande de faire au moins une passe à l'étalo, peut-être donner une idée, un look. Et après, par contre, pour tout ce qui est matching des plans et tout ça, vraiment calé, là, quand c'est des métrages précis ou des fictions, là, je préfère quand même le déléguer à quelqu'un ou le faire avec quelqu'un avec moi, parce que mon œil n'est pas assez précis. Mais bon, pour ce que je fais, ça va. Hein. Encore une fois, le niveau de mes productions, on n'est pas dans un truc où on n'est pas dans des nuances non plus trop poussées. Mais ouais, je trouve que l'étalo, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aimerais bien en faire plus, mais là, c'est mes yeux qui me font défaut. Un jour, ça doit exister, je crois, peut-être des lunettes qui corrigent. Ouais, des lunettes. Je sais peut-être, pas. Ça dépend du. Mais pour te répondre, ouais, c'est vrai que le métier de directeur photo, c'est vraiment le cadrage, la composition, jouer sur comment interpréter la lumière, le filtre de diffusion qui va bien, lumière dure, ponctuelle, petite lumière shot. Ça me plaît bien, même sur des films corpos que je fais. J'aime bien me dire c'est cool mon plan. Tu vois, voilà. Et en effet, souvent, je cadre aussi, du coup. Des fois, il y a un cadre avec, ou ça dépend des prods. Et puis, des fois, bien sûr, je co-réalise, c'est-à-dire qu'avec le réal, on se pose sur les découpages techniques. Découpage technique, je ne sais pas si vous l'avez expliqué, donc le petit document qui nous permet de lister les plans, voilà, qu'on prépare en amont. Non, mais il y a un truc que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est le côté un peu le faire pour soi. J'ai l'impression que c'est vrai que quand on fait une image, en vrai, que ce soit pour un client ou pour n'importe qui, en vrai, il y a un petit truc d'ego en soi où on a envie d'avoir la plus belle image. Ce qu'on dit souvent avec mon pote quand on filme, c'est « Ah, ça, c'est showreel ». Tu vois, dès qu'on fait un plan qui nous va bien, ou on dit toujours « Ah oui, ça, c'est showreel, direct. Il sera. Et du coup, là, on avait fait venir des étudiants là, sur un tournage et on n'arrêtait pas. Ils étaient contents parce que c'est eux qui m'aidaient à faire l'éclairage et des fois, je le laissais faire. On me disait « Ah ouais, là c'est showreel à faire ». Donc ouais, c'est satisfaisant parce que tu fais des belles images et à la fois, ok, ton projet, peut-être que... Alors, des fois, c'est bien payé, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est payé, c'est déjà bien. Hein. Et des fois, tu dis, dans tous les cas, tu le fais pour toi, pour les rêves, pour qu'on te rappelle. Donc voilà, c'est quand même cool. Et je le vois, là, récemment, je travaille sur une prod avec un réal qui est très bon, très cool, mais qui n'a pas l'habitude de travailler en binôme. Lui, d'habitude, il est en mode efficace, FX3, Ronin RS3, toutes les gammes optiques G-Master, là. Et il est bon. Et il fait des bons plans. Hein. Franchement, j'ai vu ses plans, c'est propre, mais il éclaire pas. Il garde l'éclairage ambiant. Il n'a pas le temps. Et là, on m'a rajouté avec lui en mode chef-op. Je suis arrivé avec, vous savez, les tubes LED, les pavotubes. Alors, c'est pas plus des cobs là, comme il y a ici. Voilà.
petit truc que je tiens à la main juste pour le dépanner. Et du coup, je lui disais, écoute, avant de faire ton plan, tu me laisses 15-20 minutes, tu me dis ton plan, j'installe des lights, je te fais, voilà, même les tubes, des fois, je les assume ou je les mets de côté. Tu sais, c'est des trucs, c'est très pratique. Les pavotubes, je vous conseille, c'est indispensable. Enfin, pavotubes, enfin, les tubes LED, là. Ouais. Et du coup, voilà, et là, de suite, ah ben ouais, tu rajoutes un petit contour, voilà. Mais à côté de ça, pour vous dire que des fois, tu sais, ça a dû vous arriver, mais donc j'ai des grosses boîtes ou des clients qui me contactent, qui me demandent une note d'intention, un cahier des charges un petit peu, qu'on voit ensemble, et donc je leur explique en quoi l'image que je veux faire, le lighting, tout ça. Donc forcément, tu fais venir quelqu'un en plus qui s'occupe de la lumière, enfin normal, tu fais un devis. Et là, il te dit, oh, mais non, on s'en fout, on veut ça en fait. Et il m'envoie une vidéo faite par un vidéaste. Alors excusez-moi, c'est un peu péjoratif, mais le vidéaste, on le définit souvent par le fait qu'il n'a pas le temps, il est tout seul, et il doit savoir tout faire. C'est vrai. Le filmmaker. Le filmmaker, exactement. Et du coup, en fait, la personne voulait juste un filmmaker, comme tu dis, qui est efficace, quoi. Donc typiquement comme mon collègue de tout à l'heure que je disais qu'il n'avait pas l'habitude. Et ça me frustre un peu parce que du coup, j'ai pas eu le projet, bien sûr, parce que j'étais trop cher. Et à la fois, je me dis c'est dommage parce que ça m'aurait fait de l'argent, mais à la fois, ça m'aurait fait chier parce que ça m'intéresse pas de faire des images avec la colo de l'ampoule de base, vous savez quoi. Donc voilà, je suis dans un entre-deux qui me frustre un peu. Et du coup, j'accepte quand même des projets où je suis tout seul, payé normal, on va dire, correct, c'est pas voilà, pour vivre. Et à la fois, je suis content quand j'ai des projets où on peut être 2, 3, 4, où là, et même des fois, j'en ai fait un où j'étais payé une misère, pour pas dire ne pas payer. Mais j'en ai besoin. Sinon, on est frustré. Ouais. Donc, c'est comme vous, quand vous faites vos projets à plusieurs, j'imagine que tout le monde ne va pas gagner des 100 et des 1000. Mais putain, c'est nécessaire. Je me gave. Tu te gaves, voilà. Il en faut un qui se gave. Mais c'est nécessaire. Et puis après, encore une fois, ça vous fait une ref. Et la ref, moi, les clients me demandent mes refs, je leur montre mon Vimeo. Voilà ce que j'ai fait. Ou je fais un petit showreel. Et ça, il faut le développer dès les études en fait. D'ailleurs, vous avez peut-être vous avez eu un showreel à faire en fin d'année. On avait un showreel, ouais. Voilà, en vrai, c'est pas bête du tout. Ouais. Que vous mettez à jour au fur et à mesure. Et après, vous faites une petite page avec vos prods, Insta. On a un site internet. Vous avez un site internet qui est très propre, c'est vrai. Encore mieux. Donc voilà, déjà de suite, voilà, quand j'ai vu votre site, je me dis, je me pose pas la question, c'est les pros. Ça, c'est pas un site surchargé, sobre, propre. Donc ouais, c'est top ça. Moi, j'ai une page Vimeo, vous voyez, je n'ai même pas de site internet, mais pareil, pas surchargé. Ouais. Je mets mes dernières prods qui me plaisent et voilà quoi. Mais voilà, on est un peu dans cet entre-deux dans la production audiovisuelle, surtout dans le secteur un peu sud Toulouse, par exemple, où on est très dans le corporate, très Airbus, c'est très des boîtes comme Master ou des choses comme ça qui sont très présentes. C'est pas évident pour des gars comme nous de percer. Du coup, moi, je travaille souvent avec des agences de prod qui me prennent en tant que ressource. C'est-à-dire qu'ils me donnent un budget et ils me disent, j'ai ce budget-là, tu signes ou tu signes pas, ou alors c'est un réal qui signe avec une boîte de prod et qui me prend dans son sac, okay. Quoi. Je suis dans son budget. C'est-à-dire que, ok, pour le tournage, tu as 2000 €, et là, il m'appelle, il me dit, écoute, j'ai 2000 €, tu prends tant, je prends tant, par exemple. Donc voilà, ça, c'est cool, c'est maîtrisé, et là, comme c'est une boîte, moi, ce que j'aime bien travailler avec des agences de production, c'est qu'on ne s'occupe pas de la gestion de projet. Vous savez, on parle avec le chef de projet de l'agence qui s'occupe du client. Vraiment la chefferie de projet, la gestion de projet. Là, au moins, on est à notre place. Et j'aime bien aussi quand c'est cadré comme ça. Donc, voilà. Actuellement, c'est ce que je fais. Je travaille avec des agences de production essentiellement. Et j'ai toujours mes petits clients, mes fidèles, avec qui je continue à faire des petites captations live, des choses comme ça. Ok. Mais ça va, on en vit. Mais c'est toujours ce côté... et le mois prochain, est-ce que ça va aller ? Et pourtant, ça fait 10 ans. T'as quoi comme statut ? Je suis auto-entrepreneur, micro-entreprise. Ouais. D'accord. Et Studio M, du coup, c'est assez régulier ? Studio M, l'avantage d'avoir une école comme Studio M, du coup, avec qui je travaille depuis longtemps, avec qui on s'entend très bien, c'est que, autant pas vous mentir, c'est pas très très bien payé. Hein, j'ai connu mieux, mais ça va dans mon sens et c'est régulier. C'est exactement ça. Il y a ce côté régulier. Je sais que tous les mois, au moins, ça me paye le loyer. Et ça rassure. Donc, difficile de quitter quelque chose, car tu sais ce que tu quittes, mais tu sais pas ce que tu as après. Difficile. Et puis, en vrai, ça va. Et puis, j'adore les étudiants. Donc, c'est surtout pour eux, quoi. On s'entend bien, on bosse bien.
il n'y a pas de problème. Visiblement, nous, ça ne te suffisait pas. Vous, je suis parti de l'école où vous étiez en même temps que vous. Parce que j'avais justement, c'était le moment où on a fait une année après. Ah, vous avez fait une année après. Ça, je suis parti en même temps que la pro. Okay. Donc vous avez eu une année. Non, tu nous as vus et t'es parti. T'as fait voilà. Trop fort. Ouais, vous, je vous ai lâché en cours de temps. Ah, j'ai failli garder que vous. C'est ça. Et pas prendre les autres. Et au dernier moment, je me rappelle, j'avais appelé du coup mon collègue Franck qui m'a remplacé. Je lui ai dit, est-ce que t'es dispo ou pas pour me remplacer? Il m'a dit, écoute, oui, je cherche à rajouter des heures de cours. Et après, j'ai appelé donc Johan, qui était le coordinateur. Et je lui ai dit, salut, mais j'ai un remplaçant, pas de souci. Mais ouais, ça faisait trop, c'était trop compliqué pour moi. C'était trop dur. On t'a aussi un peu fait fuir, on t'a maltraité, nous, sur le film. Vous étiez à fond. Avec ta chemise dragon, les claquettes. Putain, image, extrait. Non mais, regardez-moi ce truc. De la tête aux pieds, sa vie n'a été qu'un mauvais choix. Mais j'ai une question, ça va peut-être pas être du coup bizarre que tu y répondes en tant que prof, mais tu penses quoi dans ce milieu des études, du diplôme? Très bonne question. Très bonne question que... alors, comment dire en étant corporate et en gardant son travail. Pour moi, dans ces milieux-là, le diplôme sert à rien. Non, il ne sert pas à grand-chose. Alors, ce que je dis à mes étudiants, c'est que vous êtes là. Tant qu'à être là, autant avoir le diplôme. Moi, ça me sert en tant que prof. Pour être prof, il fallait que j'ai le diplôme. Il fallait que j'ai un BTS ou un bachelor. Ou ça, vraiment, je ne savais pas. Ouais, il faut minimum. Pas toujours, hein, pas toutes les écoles le demandent. T'arrives, encore une fois, t'arrives avec un portfolio, t'as fait ça, ils s'en foutent. Ils veulent la qualité de l'intervenant, la prestance, il n'y a pas de souci. Par contre, moi, c'est vrai, quand j'ai commencé, ils m'ont demandé si j'avais au moins... Ils vendent un diplôme, ils veulent que la personne qui... Bon, en vrai, pareil, je pense que ça aussi, ça dépend, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, c'est clair que pour moi, non, ça ne sert pas à grand-chose, dans le sens que moi, on m'a toujours demandé, t'as fait quoi? C'est quoi tes prods? Montre-nous ce que t'as fait. On m'a jamais demandé, les diplômes, le bac, t'as eu combien au bac? Non, on m'a toujours demandé, t'as fait quoi? Donc, en soi, et vraiment, j'ai jamais eu un cas où on m'a demandé mon diplôme. Donc, pour moi, les diplômes, c'est un plus, c'est bien de l'avoir, ne serait-ce que, on passe souvent par des écoles payantes, pour faire de l'audiovisuel, parce que les écoles publiques elles prennent vraiment un minimum de gens, ou alors il y a des écoles avec concours mais elles sont quand même payantes. Donc, autant avoir le diplôme, c'est le bonus. Moi je sais, hein, j'ai fait un BTS, je me suis concentré à la fin en mode allez, j'ai payé l'école, enfin je fais un prêt étudiant, mes parents m'aident à le payer, j'ai le diplôme. Mais voilà, pour te répondre, ça m'a jamais servi dans le monde pro. Donc le diplôme ne sert pas, mais par contre, est-ce que faire des études, donc rencontrer des gens, avoir des connaissances qu'on n'aurait peut-être pas ailleurs, est-ce que tu penses que c'est indispensable pour travailler dans le milieu audiovisuel? Tout à fait. Ah ouais. Par contre, ça je suis d'accord avec toi. Pour moi, encore aujourd'hui, j'ai gardé contact avec mes camarades d'études. Il y en avait un avec qui je travaille, avec qui j'ai monté une boîte, avec qui on s'entend encore très bien, on travaille encore ensemble, on fait des 48 heures ensemble. Je l'ai rencontré dans mes études et j'ai encore des contacts de mes anciennes études aussi. Et je vois avec mes étudiants, vous ou d'autres, qui restent groupés, et ça vous permet simplement de rester actif déjà, de se motiver, et surtout ce qui est important, c'est les projets que vous allez faire pendant aussi l'école, que ça soit pour l'école ou en dehors du cadre scolaire, mais pendant que vous êtes en études si vous voulez. Pour moi c'est important, c'est là où vous allez surtout forger votre réseau en fait, et je pense que vous en êtes la preuve vivante que si un a un contrat, il va penser à ses potes, ne serait-ce que pour l'aider, puis après s'il y a de l'argent, bien sûr qu'il va penser à ses collègues parce qu'on vous fait confiance. L'avantage de se connaître en études, c'est que vous avez eu le temps de vous connaître en tant qu'en affinité, en tant qu'ami, mais aussi en tant que boulot. Donc il y a ce côté, vous pouvez vous parler, vous dire les choses, c'est là où c'est important, il faut savoir différencier le pote de son collègue. C'est-à-dire, vous êtes potes dans la vraie vie, mais quand vous bossez ensemble, vous enfilez une casquette. Et si jamais tu as le réel qui te dit « Ah non, franchement, là, j'aime pas trop la live que tu m'as fait », tu te braques pas. Tu dis « Ok, pas de problème, qu'est-ce que tu veux ?» Et moi, je bosse avec un collègue que j'ai rencontré à Pinkanova. C'est Kiké, si tu nous écoutes. Tu peux, n'hésite pas à dire les noms. Vous cherchez. Henri Motte, il s'appelle. Et on bosse tout le temps ensemble. Et on est potes dans la vraie vie. On est meilleurs potes. On s'entend très, très bien. Par contre, quand on bosse ensemble, qu'il a la casquette de réal et que j'ai la casquette de chef-op, on va dire, du coup, encore une fois, chef-op, je trouve que c'est un peu trop gros pour ce que je suis, parce que je suis encore jeune. Mais bref, vous avez compris. Pas de problème. Il me dit, franchement, je suis pas fan. Est-ce qu'on tenterait pas comme ça? On en discute, mais je vais pas dire vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? Et pareil, des fois, il me file des montages, je lui demande un retour. La dernière fois, il m'a dit franchement, c'est pas assez dynamique, quoi. Tu devrais cut plus. Conseil, quoi. Je prends le conseil. Ok, pas con. Et je fais un test, je fais un essai, je fais ah ouais.
bah, il a raison, tu vois. Et inversement, on essaie de se donner des conseils. Et quand on travaille ensemble, devant le client, devant la boîte, on passe pas pour les... Alors, on déconne, forcément, c'est notre touche. Mais par contre, on est bosseur et chacun a sa place. Donc, quand tu arrives à faire ça avec des gens, c'est que c'est bon, c'est que vous pouvez travailler ensemble, c'est que vous pouvez monter une boîte ensemble, c'est que vous pouvez être potes, et voilà. Et juste faire la part des choses. Et il y en a où c'est pas possible. Il y en a où c'est pas possible. Il y en a, ils vont se vexer dans leur ego, en mode attends, mec, quand même, wow, ça va, je sais ce que je fais. Non, non. Moi, je suis pas comme ça. J'aime bien faire des caisses, mais quand on travaille, si je suis réel, je suis réel. Si je suis chef-op, je suis chef-op. Et je suis preneur de conseils et on discute. Et ça, c'est important. Donc, et ça commence pour moi aux études, puisque vous arrivez tous un peu de nulle part, un peu de partout. Et du coup, vous apprenez à travailler ensemble. Vous arrivez à gérer les égos de chacun. Et des fois, c'est pas possible. Il y en a, ils sont potes et ils s'entendent pas du tout en tournage. Et à l'inverse, tu travailles avec lui, lui, il va dire moi, t'inquiète, je m'occupe de la technique et je t'emmerderai pas sur la réal. Chacun trouve son compte. Donc, les études, voilà, ça permet de créer ce réseau, agrandir son réseau, et ton social aussi, ton côté savoir s'exprimer sur un projet. C'est pour ça que c'est bien de changer les groupes de temps en temps. C'est super important. Moi, je sais que ça m'a vraiment aidé, quoi, de savoir où j'étais et les remises en question. C'est très important qu'on te dise pas top, quoi, ou tu vois, ou qu'on dise c'est très bien, mais qu'on te dise aussi quand ça va pas. Si on te dit rien, t'évolues pas et t'es complètement linéaire dans ce que tu fais et c'est pas bien, quoi. Franchement, moi, j'adore quand on me dit ouais, non, là, ça va pas. Enfin, c'est pas que j'adore, hein, mais ça te fait rebondir et il n'y a que comme ça que tu progresses. Et moi, le premier, vous aussi, tous les jours, on évolue, quoi, on progresse, on n'a pas fini, quoi. Donc, mais malgré tout, moi, pour du coup un peu cracher dans la soupe et faire un peu l'inverse, j'avoue que c'est sûr que voilà, ça apporte du réseau, comme tu as dit, c'est ça qui est positif. Mais par contre, moi, là où j'ai un peu plus de mal du coup dans les écoles, c'est que quand même, soit elles sont très sélectives, elles sont publiques. Donc là, c'est un peu... C'est un peu un monde imaginaire pour moi. C'est 3%, ils prennent que 3% des gens. Donc, faut pas miser là-dessus si tu veux faire de l'audiovisuel. Tu as de la chance si t'es pris, et sinon non. Et d'ailleurs, c'est basé sur les notes du lycée. Donc, ça n'a aucun sens pour moi. Mais voilà. Je suis d'accord. BTS payant. Du coup, ce que j'ai fait. Ça, voilà, ce qu'on a tous fait ici, en alternance ou non. Oui. En fait, il n'y a pas d'issue. Faut que les parents aussi sachent ça, que tu n'as aucune garantie derrière de travailler. Contrairement à si tu fais des études de médecine, tu vas en chier pendant 7 ans ou 10 ans. Mais par contre, à la fin, tu es sûr, tu as un diplôme et tu es sûr de pouvoir être médecin. Là où ce milieu-là, en fait, tu peux payer très cher et en fait, tu travailleras jamais parce que tu n'es pas assez bon ou parce que le milieu est fermé et que tu n'as pas de chance. Tout à fait. Donc, c'est malgré tout, les écoles, ça permet de rencontrer des gens, tout ça. Mais il y a des gens qui arrivent par d'autres voies. C'est ça qui est aussi beau dans ce métier, c'est qu'en fait tu peux arriver de partout. Mais c'est vrai que moi j'ai un peu, quand on faisait les portes ouvertes notamment et que des élèves arrivaient très jeunes, 18 ans ou même 17 ans et les parents qui disaient bon, est-ce que c'est bien et tout, c'est vrai que j'avais un peu du mal moi à dire en vrai je connais pas le pourcentage de gens qui vont travailler dans l'audiovisuel après. Très faible, en vrai, t'as raison. Non mais tu as complètement raison, c'est très rare. Moi je le vois avec les différentes promos que j'ai eues, il y en a très peu qui ont continué. Il y en a qui ont été embauchés dans des boîtes, mais c'est très très rare. Et la plupart sont un peu comme vous, se montent un peu en collectif, essayent, et puis après, des fois, ils bougent un peu ailleurs, mais ceux-là, en général, ils sont quand même motivés, quoi. Pour en arriver là, ils sont motivés. Et il y en a, au contraire, ils se disent non, mais là, je peux pas continuer comme ça, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de vivre, tout simplement, au bout d'un certain temps. Donc, c'est compliqué. Et j'ai connu ça moi-même quand je suis sorti de mes études. J'ai eu de la chance, encore une fois, le réseau qui m'a ouvert un peu des voies. Il suffit des fois d'une rencontre, j'ai envie de dire. Mais typiquement, moi, le premier truc qui m'a aidé, c'est que le patron de Pinkanova à l'époque, il m'a dit j'ai une pote qui lance un événement, truc cocooning, machin, voilà. Donc il me donne le contact. Elle me dit je suis désolé, j'ai 75 € pour le tournage et le montage. Facturé. Donc j'ai facturé 75 €, mon premier projet. C'est autant un ticket resto, quoi. Voilà. Mais je l'ai fait. Et cette fille, elle travaille dans l'événementiel. Et elle m'a présenté à une qui travaille pour Renault Toulouse. Donc j'ai fait des vidéos de lancement des Twingo à Renault. Et elle m'a présenté à Énergie Toulouse. Donc j'ai fait des vidéos pour Énergie. Énergie, ça m'a débloqué le petit tout.
j'ai fait des vidéos pour le petit tout. Et voilà. Là, c'est l'exemple même. Hein. Mais c'est ça. Mais en fait, ça m'a aidé. Les premiers projets, il faut pas se mentir que les premiers projets sont même rarement payés. Nous, là, on a, en fait, pour agrandir son réseau et que ce soit son réseau de professionnels ou de clients, parce que c'est un peu deux choses différentes. Les clients, les premiers, on a fait des trucs gratuits pendant longtemps. C'est normal. Pour ensuite qu'ils aient déjà confiance, parce qu'on arrive, on est personne, on est des postes étudiants. Il faut, c'est ça, comme tu dis, il faut monter son portfolio. Il faut arriver avec quelque chose. Et par exemple, j'ai un étudiant qui se veut spécialiser dans les vidéos packshot. Tu sais, c'est des choses qui se font pas mal. Et du coup, il en fait plein, il fait des tests et tout ça, et il montre ça. Il est allé toquer chez un bijoutier et il a trouvé un petit projet. Enzo, si tu nous regardes, je crois que je parle de toi. Et ben nickel, tu vois, il se motive, il fait ça. Et des étudiants comme lui, j'en ai, et comme vous, et de la promo que j'ai actuellement, ben, ils se tirent vers le haut, ces gens-là. Parce qu'il y en a un qui le fait, du coup, l'autre va le faire. Il va se dire, ah ouais, lui, il le fait. Donc, et en fait, c'est bien. C'est une bonne synergie. Donc ça, c'est cool. Et c'est ces promos-là, en général, qui lâchent pas après l'école, qui continuent un peu à se voir, qui essaient de monter des projets, se donner des tips. Et je sais que cette promo que j'ai actuellement, là, le fait. Mais il y en a d'autres où il y a des clivages entre eux. Ça marche pas trop. C'est un peu... Voilà. Et il y en a d'autres, au contraire, qui sont plus dans une démarche artistique, slash cinéma, on va dire. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt tenter de faire des courts-métrages, les présenter à des festivals, des concours. Et il y en a, j'en ai qui se font un peu repérer dans des festivals et qui commencent à avoir des producteurs, des petits distributeurs indépendants. Et eux, c'est très bien aussi. Et après, il y a ceux qui veulent continuer dans des grandes écoles de cinéma. Donc, ils se servent de ça pour ensuite passer des concours. Il y a tous ces profils-là. Mais là, au moins, plus de la moitié, bien sûr, change de voie ou on va pas se mentir. Mais au final, peu importe le parcours, s'il n'y a pas un moment où tu t'imposes une régularité, et ça revient aussi au truc de 35 heures, c'est que peu importe le parcours, si tu payes juste tes études et que à côté tu fais rien, tu vas pas y arriver. Si tu tentes en étant, en se présentant juste sans études et en essayant d'aller faire des petits tournages, il faut être motivé pour ça, il faut se montrer régulièrement. Donc au final, il y a différents parcours, mais c'est pareil pour les grandes écoles. Les grandes écoles, si t'es pas motivé ou si t'es moi j'avais tenté les concours des grandes écoles, si tu restes pas enfermé comme pour faire un concours de PACES, déjà c'est sûr que tu seras même pas dans les potentiels prix. Donc en fait à chaque fois, c'est un milieu où quoi qu'il arrive, on n'a pas énormément de temps à travailler pour être pris sur le monde du travail. Je sais pas si c'est très clair. Non, mais si, je vois ce que tu veux dire. Mais il faut le faire à fond parce que sinon en fait si juste on y va à reculons ou en y allant juste voilà, en payant juste ses études et si bon, j'ai un diplôme à la fin et après je peux travailler, ça n'a jamais marché. Parce que des gens qui veulent faire ça, en fait, il y en a tellement, mais par contre, des gens qui sont vraiment motivés, il y en a pas tant que ça. Ouais, et c'est pour ça que j'en ai qui sont un peu en reconversion, qui sont un peu plus âgés, des fois qui ont même mon âge. Ben, eux, tu sais que c'est réfléchi. Entre guillemets, ils ont payé l'école aussi, tu vois. C'est réfléchi. Et ceux-là, en général, j'en ai un actuellement, Alexandre, si tu nous regardes. Il n'est pas du tout là-dedans, mais par contre, il a suivi, parce qu'en plus, j'ai une formation en ligne avec l'école, enfin un truc. Il a tout regardé, il a tout suivi, il pose les questions, il sait où il va, quoi. Ouais. Et lui, s'il est là, c'est qu'il veut y arriver. À l'inverse, j'en ai, là, je dirais pas les noms, qui sortent du lycée, on les a placés un petit peu là, et j'ai pas d'exemple en particulier, hein, mais et du coup. Et du coup, eux, je sais pas. Et forcément, ils abandonnent en cours de route parce que ils savent pas trop. Et c'est pas grave en soi, mais on les met là parce qu'il faut les mettre quelque part. Ils se disent j'aime bien les films, ou alors j'aime bien McFly et Carlito, ou alors il y a plein de profils comme ça, et ça c'est dommage. Bien sûr. Avant, c'était beaucoup, j'en avais plein. C'était la mode de YouTube vraiment à l'époque où il y avait justement McFly et Carlito, les Suricates, le Studio Bagel, je sais pas si vous avez connu. Bon, le premier, j'étais un grand fan de ça. Studio Bagel et Suricate, et t'en avais plein qui voulaient faire ça. Mais ces mecs-là, c'est un faible pourcentage. Ça, c'est comme les streamers qui réussissent. C'est quoi? C'est 1%. Donc, je leur dis, les gars, en tout cas, c'est bien. Mais j'en ai quand même qui ont persisté, et qui commencent à gagner un peu leur vie avec ça, en faisant du YouTube, du Twitch, du TikTok. J'en ai un qui a persisté, qui a réussi, et je lui dis bravo. Ce que tu disais sur la motivation que je trouve intéressant. Là, c'est un peu mon coup de gueule. Voilà, on y va. Donc, moi, j'avoue qu'il y a énormément de personnes, maintenant que je travaille dans l'audiovisuel, qui me disent qu'ils veulent être absolument acteurs. C'est un peu leur rêve depuis toujours, ou travailler dans la vidéo, que ce soit à la technique ou à l'art, à l'artistique. Mais ils me disent réellement, quand ils voient les résultats, ouais, putain, vas-y, j'aimerais trop pour le prochain être là et tout.
Et du coup, je leur dis, aucun souci, viens, j'ai un tournage à ce moment-là. C'est à 7h du matin, un samedi, parce que souvent, les tournages de clips, notamment, et tout comme ça va être le samedi. Il faut des gens dispo, donc on les met le week-end. Et donc, et là, je sens qu'il y a un petit truc en mode, ok, vas-y. Et la veille au soir, finalement, je peux pas, j'ai un truc. Tu vois. Là, voilà. Et le truc est toujours plus important. Et en fait, on voit qu'il y a quand même le pourcentage est vraiment faible des gens qui sont réellement motivés et qui sont prêts à vivre pour ça. Là, clairement, tu as le step 1. En effet, c'est déjà, si tu es vraiment motivé, tu viens le lendemain. Quoi. Tu viens le lendemain à 7h du mat. Il y en a. Mais il y en a à côté, à partir de là où te disent, je sais pas. J'en ai eu aussi. Donc, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais c'est un métier c'est un métier très cher déjà. On le sait, hein, notre matériel, il nous coûte cher. Et on a du mal à le rentabiliser au début. Un métier qui demande un temps de malade pour pas grand chose au début. Faut vraiment être passionné. Et moi, mon conseil, c'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure. C'est moi, par exemple, je fais des films corpos qui me passionnent pas toujours. Mais à côté de ça, je vais tout le temps au cinéma. Je me nourris de ça et j'essaie de faire cohabiter les deux, d'accord. Et toujours ça. Et en même temps, j'essaie de faire des projets un peu perso. En tout cas, j'aimerais en faire plus. Mais voilà, développer ça pour garder la motivation et rester quand même dans ce domaine-là. Comme je vous disais, l'enseignement, discuter avec des étudiants, discuter avec des gens du réseau, c'est vachement important et il faut garder cette motivation-là. Ceux qui arrivent de nulle part, c'est là où l'école, pour moi, est une bonne idée parce qu'ils vont normalement côtoyer des gens qui ont la même motivation au départ. En tout cas, ils vont vite se rapprocher, ceux qui ont la même motivation. Et du coup, ça peut que les tirer vers le haut. Mais suffit qu'il y en ait un qui soit rebelle contre l'école, et j'en ai toujours. L'école, moi je travaille pas parce que c'est cher, on n'a rien, le matériel ne marche pas. J'en ai toujours, évidemment, on est dans des écoles privées, on n'a pas de magasinier, donc le matériel, c'est les étudiants qui l'utilisent. Et ils ont pas toujours, des fois ils ont tort, des fois ils ont raison, peu importe. Mais du coup, ceux-là, ils vont se braquer. Et ils vont entraîner les autres dans leur chute. Et ceux-là, il faut vite les récupérer, sinon tu perds toute la classe des fois. Et ça dépend des promos, donc voilà, mais c'est déjà un premier step de motivation de se rencontrer, de discuter de tout ça. Moi, je trouve qu'à l'inverse, dans notre promo, on est arrivé avec un peu tous une motivation plus ou moins grande, avec des gens qui savaient pas exactement pourquoi ils étaient là. Moi, je suis arrivé dans une formation de montage pour faire du son au final, tu vois, et il y avait ce truc de, en fait, comme était une petite classe avec une grosse cohésion, la motivation, dans l'ensemble, quand même, a été un peu pour tout le monde de plus en plus assez intense. Et on l'a vu sur les projets de deuxième année où en fait, on passait tous les week-ends ensemble à faire des projets et on était tous là, portés vers le haut, à partir en week-end, en voiture, jusqu'à Toulon pour le projet de Gauthier. Ou voilà, moi, on a réservé des week-ends. Et en fait, il y a eu ce truc-là inverse de... on se cherche dans le milieu de l'audiovisuel et le fait d'avoir des gens à côté qui savent un peu ce qu'ils font, qui savent où est-ce qu'ils veulent aller et avoir la motivation, nous, ça nous dit, ok, je vois à quel point il est passionné, à quel point il est... Et c'est ce truc-là que je veux ressentir dans le domaine qui me plaît et trouver un peu chacun notre angle. Alors qu'on était tous dans des trucs dans un parcours de montage vidéo, effets spéciaux. Et en fait, il y en a très peu qui font ça. Dans tous ceux de notre classe, qui, de là, on s'en sortit en disant, mais c'est ce que je veux faire. On est tous partis sur un truc très différent et qui fait qu'on s'est motivés tous à avoir un truc un peu complémentaire, quoi. Et, tout à fait. Et alors, sans transition aucune. Ouais. Ok, on est en transition barbare. Je chapitrerai. Du coup, on parlait de Letterboxd tout à l'heure. Ouais. Dans Letterboxd, il y a du coup un concept, c'est tu dois donner tes 4 films préférés sur les critères que tu veux. Ça peut être émotif ou vraiment technique. Et tu dois en sélectionner 4. Ok. Si là, tu devais en sélectionner 4, ça serait lequel ? C'est une bonne question. Alors, c'est vrai que je l'ai même pas mis dans ma liste, je crois que je vous ai donné, mais vraiment, comme beaucoup de gens de ma génération, la cinéphilie m'est venue grâce à Tarantino. Voilà, c'est beaucoup de gens de ma génération, même la vôtre, j'imagine. Ouais. Moi, j'étais en 5e, je me rappelle, j'ai découvert Kill Bill, qui était sorti. Waouh, la claque. Je me rappelle, je l'ai pris c'était la fin d'année, on peut montrer des DVD à l'école, tu sais, le dernier cours. Ouais, et j'avais ramené Kill Bill. Le prof, il était là. Ah ouais, t'étais chaud là, mais il avait trop envie de le voir. C'était un jeune. Il a dit carrément, je suis chaud. Et mes camarades étaient choqués. Je sais pas si vous avez vu Kill Bill, mais le premier, ça y va, quoi. On y va. Les giclées de sang et tout. Et moi, j'étais surfan déjà parce que j'adore, comme beaucoup de gens aussi, j'aime beaucoup les mangas, j'aime beaucoup l'animation japonaise. Donc il y a tout un chemin. Bien sûr. Il y a beaucoup d'inspiration. Ouais, il y a carrément d'inspiration. Il y a même un passage avec le passé de Oren Ishii, là, de Lucy Liu, en animé, trop quali, la musique trop bien. Et
J'ai adoré Kill Bill. Et à partir de là, forcément, Tarantino, c'était ma vie, quoi. C'était mon dieu sur Terre. Et du coup, Pulp Fiction, qui est mon film, je pense, préféré. Ah, ce que j'allais demander, Pulp Fiction ou Reservoir Dogs, souvent c'est le débat des... Alors, j'adore Reservoir Dogs, mais qui est un peu plus simple dans sa forme, mais j'adore vraiment. Pulp Fiction, pour moi, c'est... justement du Reservoir Dogs, un peu de Kill Bill entre guillemets. Il y a un côté chapitré à la Tarantino que j'aime bien parce que c'est un réalisateur qui a un montage qui n'est pas forcément narratif, linéaire, comme on peut le voir dans les films classiques hollywoodiens. Et moi, c'était la première fois que je voyais ça, que ce soit Kill Bill, et Reservoir Dogs ou Pulp Fiction. Même beaucoup de Tarantino sont chapitrés, vraiment en mode chapitre. Et Pulp Fiction m'a beaucoup plu parce que ce que j'adore, c'est que tu as plein de personnages que tu suis dans des timelines un peu différentes, qui se recoupent à des moments, des trucs un peu loufoques, un peu de danse, un peu d'action, un peu de gore, un peu de bizarrerie. Il y a plusieurs héros en fait. Il y a plusieurs héros. Voilà, la scène tu suis Travolta et dans toute une séquence, et quand tu suis la séquence de Bruce Willis qui trouve Travolta dans les chiottes, moi c'était un pur kiff. Donc Pulp Fiction, c'est je pense en vrai mon film préféré parce que c'est lui qui m'a fait aimer le cinéma jusqu'à présent. Alors évidemment Le Seigneur des Anneaux, j'adore, mais je regardais ce qu'on me montrait, quoi. Et à partir de là, je commençais un peu à sélectionner mes films. Donc lui, je suis obligé de le mettre. Et après, il y a des films... Kill Bill ou Pulp Fiction, je vais mettre Pulp Fiction. En fait, Tarantino, voilà. Mais Pulp Fiction, parce que Kill Bill m'a fait découvrir Pulp Fiction, et j'ai vraiment adoré ce style-là. Palme d'Or à Cannes en 94, j'en suis très content. Donc voilà, donc je dirais lui en premier. Après, je vais dire Old Boy. On est toujours dans de la violence, hein. Moi, j'aime bien quand ça tape. Bon, écoute. J'aime bien quand ça tape. Old Boy, pourquoi? Pareil, parce que c'est un peu le premier film coréen qui nous est apparu à nous, occidentaux, français, européens, grâce au Festival de Cannes. Je sais plus, je suis désolé, j'ai perdu l'année, mais je crois que c'est de 2002, peut-être 2003, je sais plus. Il faudra regarder chez vous, vous ferez une petite retouche. Qui a eu le Grand Prix, je crois, à Cannes. Et Park Chan-wook, du coup, très bon réalisateur. Et du coup, pareil, que j'ai découvert ce film un peu après. J'adore ces films où le pitch est très simple. C'est un mec, il se retrouve enfermé, il sait pas pourquoi, c'est tout. Mais il doit sortir, mais il sait pas pourquoi il se retrouve enfermé, et donc il veut chercher pourquoi il a été enfermé. C'est tout, c'est très simple. Et ça part dans du glaucasse, quoi, du dur, du très dur, et c'est là où le cinéma coréen m'a remué, en mode, ah ouais, d'accord, le happy end, en fait, chez eux, c'est pas vraiment possible. Enfin, chez eux, je fais une généralité, parce que beaucoup de films coréens que j'ai vus après ont cette tonalité-là. Il n'y a pas de happy end, il y a une ligne qui est respectée. Et il y en a des fois, il n'y en a pas des fois, il n'y en a pas d'autres fois, pardon. Et du coup, voilà. Et là, tu suis ce personnage et c'est super bien réalisé. Je vous conseille le making-of de 40 minutes, qui est sur YouTube, je crois. Tu vois là, le plan séquence. Et puis, en plus, tu vois un peu les Coréens en mode super... sur l'équipe de tournage, ils sont trop en mode team building. Ah, vas-y, je suis chaud, allez, on la refait une dernière fois, tant pis, alors qu'il est 4h du mat. Enfin, j'ai adoré un peu le making-of. Et voilà, il y a des séquences très, très parlantes. Il y a du gore, il y a de l'action, il y a de la personnalité, quoi. Les personnages sont vraiment bien écrits. Et que ce soit l'antagoniste et le protagoniste. Et voilà, la fin qui m'a remué, mais j'étais là, oh non, j'étais pas bien. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, je vais pas vous spoiler, mais voyez-le, ça m'a remué. Alors j'ai lu le manga après, parce que c'est adapté d'un manga. On retrouve cette idée-là, mais il n'y a pas cet aspect très malaisant, entre guillemets, très difficile. Je trouve qu'on le perd un peu dans le manga. Donc voilà, je dirais Old Boy. Tu m'as dit 4. Putain, après c'est dur. Je sais plus ce que j'avais mis dans ma liste, mais je vais dire Truman Show. Ok, on va un petit peu sur... on se calme un peu. Ouais, parce que là, on était... on se calme un peu. Il fallait une petite comédie. Ou Truman Show. Alors là, encore une fois, je dis des films qui m'évoquent plein de choses. Truman Show, c'est Jim Carrey. Et Jim Carrey, pareil, ça a été, dans mes plus jeunes années, The Mask. Voilà, pareil, je crois que c'était en 94. The Mask, le personnage délirant. Je me rappelle, je me déguisais toujours en The Mask dès qu'il y avait des carnavals. J'adorais ça, la petite veste jaune. Et le petit côté cartoonesque. Petit enfant bizarre quand même. Petit enfant bizarre. Ouais, Kill Bill et The Mask. The Mask puis Kill Bill. Mais vous verrez, dans les deux, il y a du jaune. J'aime bien le jaune, c'est ma couleur préférée. Et du coup, j'ai une transition après. Et ouais, donc je disais donc Truman Show, parce que je trouve que là Jim Carrey propose autre chose, tout en étant un personnage un petit peu burlesque et très touchant, pareil. Voilà, le pitch est très simple, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il est enfermé dans une télé-réalité géante, en fait. Westworld n'était pas encore né. Et du coup, je trouve ça, c'est juste, c'est beau, c'est touchant, c'est mignon, c'est bien réalisé. Et Jim Carrey, voilà, c'est juste pour ça. Donc, j'en dis pas plus, mais voilà, Truman Show.
3. Et le quatrième, qu'est-ce que je peux vous dire? Brise de Nice, du coup, Joanne, on est obligé. Brise de Nice. Non, le quatrième, alors j'allais dire La ragazza che sapeva troppo, la fille qui en savait trop, film de Mario Bava, un giallo italien, giallo jaune. Parce que j'adore le giallo italien. Donc ça, typiquement, c'est grâce à mes études. Moi, j'ai fait un BTS, du coup, donc j'avais, je pense, un peu plus de cours que vous d'analyse filmique, vous savez. Et j'adorais ça. Et du coup, on a analysé notamment le genre film noir, qui est hérité du giallo italien. Donc ce film italien qui a donné naissance au slasher, en fait. C'est un mec avec un chapeau, un petit imperméable, un couteau, qui va tuer une demoiselle qui crie fort. En général, c'est ça. Et du coup, le giallo, parce que je crois que le sang était jaune à la base, et c'est toujours des couleurs maintenant très pop, très vives. Vous savez, Dario Argento, par exemple, qui est le maître du giallo, Mario Bava, donc, qui a fait la fille qui en savait trop. Et j'aimais bien cette esthétique, en fait, un peu expressionniste allemand, donc très noir et blanc, très contrasté, ou alors des couleurs très vives quand il y avait la couleur, très saturées, et ces gros plans en mode, voilà, ça a donné Psychose après. Hein. Ces gros plans, couteau, tac, ça crie, on est vite, on a peur. Et en fait, c'est un peu le début un petit peu du slasher, de l'horreur comme on l'entend souvent. Et ce film-là, qui est un classique de chez Classique, qui est la case à cocher quand tu réalises un slasher, tu dis, ok, voyons la fille qui en savait trop, on sait qu'il y a tout dedans, quoi. Donc c'est pour ça que j'affectionne ce film, la fille qui en savait trop. Puis c'était giallo, ça faisait jaune, on reste dans une thématique. Mais c'est dur d'en sélectionner 4. Hein. Je ne sais plus ce que j'ai fait dans ma liste, mais voilà. Il y a Clou d'Atlas. C'est dur, tout le monde galère. Le 4, c'est bien. Mais voilà, c'est 4 films qui ont une généralité, qui sont plus grands que les films en soi. C'est vraiment autour de ce film-là, il y a plein de choses qui m'ont plu. Donc j'aime citer ces 4 films-là, le cinéma coréen, le cinéma Tarantino qui m'a forcément donné goût à l'audiovisuel, au cinéma. Donc le giallo italien, parce que j'adore cette esthétique du film noir. Voilà, je vous conseille Dick Tracy, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Warren Beatty, qui justement est basé sur le comics Dick Tracy, où là on est clairement dans du giallo film noir, avec vraiment, là c'est assumé, le détective Dick Tracy qui a un impair jaune, il y a Madonna qui joue dedans, il y a Al Pacino qui joue dedans, 90 je crois ce film. Et pareil, on a ces codes un petit peu du film noir et du giallo italien, avec un personnage un petit peu un détective de comics. Esthétique très particulière, vous allez voir, hein, les personnages sont un peu déformés. Très Sin City, un petit peu aussi dans ce contraste entre les couleurs vives et le noir et blanc. Voilà. Si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le voir. C'est un des films aussi que j'aime bien présenter à des amis. Ok. Est-ce que tu n'aurais pas un petit... Alors moi, j'ai un petit jeu pour conclure. Enfin, pour conclure. Oh, trop bien. Moi, je peux voir un petit jeu. Alors là, pour le coup, on est un petit peu hors sujet, parce qu'on s'était pour parler un petit... Enfin, par rapport à ce dont on parlait, c'était plus sur le côté Twitch. Ouais, j'aime bien Twitch. En fait, on va faire un petit vrai ou faux. Vous allez tous les deux devoir jouer. Je vais vous donner des petites anecdotes de Twitch. D'accord. Et il faut juste savoir si l'anecdote est vraie ou fausse. Les anecdotes de Twitch, ok, c'est intéressant, vas-y. C'est quoi, c'est de la rapidité ou c'est... Ah non, je sais pas, moi, Twitch... Tu t'y connais un peu hein, Alors, enfin, tu consommes? Parce que moi, pas du tout. Je consomme, on va dire, les gros de Twitch, quoi. Je fais partie de la génération Antoine Daniel, joueur du grenier, tout ça, donc je suis un petit peu ce qu'ils font. Ouais. Après, voilà, je connais un peu le The Event, tout ça, c'est ça. Hein, oui, bah, on va dire des fun facts, on va dire des faits divers. Vas-y. Et voilà, il faut savoir si c'est vrai ou faux. Alors on va commencer. Est-ce que ça a déjà existé un stream où 2 poissons s'affrontent sur Street Fighter 2? De quoi? 2 poissons. 2 poissons se battent sur le jeu vidéo. Je vois pas comment. C'est intéressant. 2 poissons qui se battent sur Street Fighter 2. J'ai besoin de l'espèce, j'ai besoin du poisson. Là. Ça serait en mode, ils ont fait un overlay Street Fighter et t'as les poissons des combattants, c'est ça? Je dirais oui, du coup. Est-ce que c'est... Non, c'est l'animal qui joue... Alors, ce sont des poissons rouges. Ça peut c'est des poissons rouges. Donc déjà, des poissons rouges. Bah, c'est quoi le jeu? Street Fighter 2, un jeu de combat Et c'est un peu aléatoire, non? T'appuies sur plein de touches. Mais je peux pas faire ça. Mais, ou alors, moi, j'imagine un overlay Street Fighter 2 avec les poissons de chaque côté et Hadouken, quand ils font les trucs, tu vois. Moi, je sais qu'Yael a écrit ça il y a une demi-heure. Je vois pas comment, dans ton cerveau malade, t'as pu sortir ça. Moi, je pense que c'est vrai. Je dirais vrai aussi. Bah c'est vrai. Voilà. Et c'est pas du tout un overlay. En fait, c'est un mec qui s'est amusé, alors j'ai pas compris, à coder en fonction de la position des poissons dans l'aquarium. Ça se répercutait sur les 2 personnages et il y avait vraiment un combat de 2 poissons rouges qui, en fonction de leur position et ce qu'ils font, c'est génial, créent un combat. Tu vois, il y a des génies, mais qui le mettent au mauvais. Enfin, tu vois, le mec, il pourrait aller sur la lune. J'imagine plus un montage, mais ok, ouais, ça va encore plus loin, quoi. Ok, le mec a codé un vrai combat.
C'est du génie. Ben, j'ai envie de voir le combat. Le deuxième, un streamer IRL. Donc, bon, pour expliquer, il y a des streams IRL où les gens se baladent et c'est un peu du tourisme souvent. Et voilà. Un streamer IRL visite Marineland, on va dire, bon, l'équivalent de Marineland, et se fait attaquer par un orque alors qu'il passe à côté du bassin. Je crois que c'est vrai. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Moi, je sais pas. Non, je m'aligne. Ça me dit quelque chose, ça. Ouais, en effet, je le vois, ça me dit quelque chose, vraiment. En vrai, c'est possible. C'est possible. Moi, je veux dire faux, alors, histoire de faire de. C'est possible, mais c'est faux. Moi, on l'a rédigé. En vrai, je me demande, moi, en l'écrivant, on l'écrit avec Gauthier. En l'écrivant, je me suis douté peut-être que ça pourrait plus exister, mais c'est vrai que. Mais ça me disait quelque chose, un mec qui parle et il se fait. Il y a une vidéo un peu comme ça où. C'est une Otari peut-être. Voilà, alors. ça, il y a une vidéo. Ça me dit quelque chose. Un morceau, ça me paraît énorme. On est très sur l'aquatique depuis. Ouais, j'ai une thématique, ouais. Très, oui, c'est vrai. On a même fait le lien. Non, mais écoutez, tu vois, ça me paraissait plus probable que des poissons sur Street Fighter, mais bon. Ouais. Du coup, ensuite, on a des braqueurs en cavale qui fêtent l'obtention de leur butin en lançant un stream. C'est très drôle. Ça serait sur Kick plutôt que sur ce Twitch, du coup. En vrai, il y a moyen. Moi, j'y crois. J'ai envie de. Moi, je dirais faux quand même. Ça serait, ou alors ils sont vraiment bêtes. Et bah, ils sont vraiment bêtes. Parce qu'ils ont lancé le stream et c'est comme ça qu'ils se sont fait arrêter juste après. Ah, c'est encore mieux. Donc ils sont il y a une image, enfin, j'ai vu vite fait une image où ils sont vraiment dans la voiture en train de repartir avec les billets et en fait, ils se font arrêter. Tu me diras, oui, en vrai, les gens en général, voilà, ça m'étonne pas qu'il y ait un peu de tout. Hein. Oui, voilà, ils sont contents. Mais là c'est quand même très très bête. Ouais. D'avoir pensé à ça, je me dis, bon. Mais oui, c'était moins marin, là, l'anecdote là. Ensuite, on a un streamer IRL, toujours, qui croise l'un des plus gros youtubeurs bourré à l'autre bout de la planète. Mais oui, et c'est Squeezie. Ah, sérieux? Je crois que ça me dit un truc. Un streamer qui croise Squeezie, par exemple alors, j'étais pas au courant, mais en tout cas, ça me paraît possible. Oui, c'est pas... Et effectivement, c'est un streamer japonais IRL qui se balade dans Toulouse et qui dans Toulouse. Ah, Toulouse. Au Japon, à Tokyo, il me semble, et qui croise en fait Squeezie en vacances avec ses potes et qui en fait totalement. Je savais pas du tout ça. J'ai cette info de Squeezie, pas de. Comment il va. Je crois qu'après, à un moment, le clip tournait un petit peu, mais ouais. Ça a été relayé? Ah, je savais pas. Tout à fait improbable. Il s'était démonté. Il était un petit peu, ouais. Ah, c'est drôle. Ça, c'est sympathique. Ça m'étonne pas. Oui, c'est pas. Mais de là, je savais pas que c'était Squeezie. Ensuite, on a un streamer qui reste enfermé chez lui à regarder 365 fois la saga version longue du Seigneur des Anneaux. C'est tellement possible. Je sais qu'il y a des challenges comme ça. Ça fait combien d'heures, ça? 360. Non, je sais qu'il y a des challenges comme ça où alors, de là à regarder. Je vais calculer. 300. Ça me paraît énorme quand même. Mais bon. Attends, la saga entière? La saga version longue. Ouais, donc t'en es sur quoi? 9 heures? Ouais, même. Je crois même à 12. 12 heures. Avec les versions longues. Ouais, la version longue, c'est 4 heures. C'est quoi? C'est 4 heures, 8 heures? Ouais, t'as raison. 3 fois. Combien? 3? Non, ça me paraît énorme quand même. Là. Je pense que ça existe des challenges comme ça. Je sais qu'il y en a qui le font, regarder tant de fois. Je sais pas, j'avais vu ça sur YouTube, un mec qui regarde des vidéos de Thibaut InShape, je sais pas combien de fois, pendant 48 heures, un truc comme ça. Là, tu deviens fou. Mais là, ça me paraît énorme quand même. Moi, je vais dire vrai alors. Je veux dire faux du coup. C'est faux, c'est totalement faux. Ah, putain. Il y a eu un moment, j'avais vu, alors il y a un petit moment, il y a un youtubeur qui est spécialisé dans ça, dans regarder en boucle pendant très longtemps plein de vidéos où il s'enferme. Ouais. Et il y avait aussi, il y a un petit moment maintenant, une créatrice de vidéos YouTube, mais qui n'est pas vraiment youtubeuse, qui est en même temps un peu dans la performance, dans l'artistique, et qui avait regardé toute la filmographie, je crois, de Léa Seydoux. Elle s'était enfermée. Et elle avait dit, je ne sors pas de chez moi tant que j'ai pas regardé la filmographie. Il me semble que c'est de Léa Seydoux ou quelque chose comme ça. Ah ouais, alors Léa Seydoux en plus c'est particulier, je veux dire. Oui, c'est un il y en a qui vont, alors moi je me focus sur. Oui, c'est marrant comme. C'est comme challenge, c'est marrant. Il me semble. Mais je sais, j'ai vu des trucs comme ça. Après, c'est vrai, moi j'aime bien regarder les filmographies, tu sais, quand il y a j'adore regarder les premiers films aussi, on en a pas parlé. Et justement, le Grindhouse Paradise, ce qui est pas mal, c'est qu'ils mettent à l'honneur les premiers films. Et les premiers films, on dit souvent que ça respire, c'est ce que veut faire le réal avec pas grand chose. Donc c'est toujours cool de regarder les premiers films. Tu vois, typiquement, j'ai vu il y a pas longtemps le premier film des frères Cohen, où tu vois un peu déjà l'idée de ce qu'ils veulent faire. Et Reservoir Dogs, on en parlait, c'est clairement Tarantino bien défini, je trouve, dans ce premier film. Donc, et pour faire la transition avec cool. Du coup YouTube, enfin Twitch, et là récemment il y a eu le premier film du coup de Flaubert. Oui, exactement. Qu'on a vu et qui en tant que réal, qui est très sympa. Je l'ai vu aussi en avant-première, là je l'avais vu. Et ouais, qui est cool. Alors c'est marrant parce que Flaubert, du coup, j'espère que ça va marcher parce que c'est pas bête. À la fois, ça fait très film comédie classique avec José Garcia, et à la fois, il propose quand même quelque chose avec
en brisant un peu le rythme avec son écriture à lui. Et j'ai passé un très bon moment. J'avais très peur quand je voyais l'affiche. Je ne serais pas allé si ça n'avait pas été Flaubert, honnêtement. Ça m'aurait pas du tout tenté. Mais en effet, j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, Flaubert qui a aussi coécrit Vermine, qui n'a rien à voir du coup. Oui, que j'ai adoré aussi. Donc le mec se met bien. Et là, je crois qu'il est sur un Evil Dead. Il disait, en fait, le duo du coup avec Sébastien Vanitschek. Ils se sont fait repérer avec Vermine, ils se sont fait repérer par Sam Raimi. Et il leur a proposé d'écrire le prochain Evil Dead. C'est fou. Donc je suis content pour ce Flaubert qui est très talentueux, qui est là depuis longtemps. On parlait de Surika tout à l'heure, il était là aussi. Et qui est très talentueux. Donc, et quand je l'avais vu justement en avant-première, il disait justement qu'il est content de représenter cette génération qui est un peu la nôtre et de montrer que c'est possible d'aller jusque-là. Et ce que je disais, c'est motivant de voir des gens comme lui. Donc bravo Flaubert, si tu nous écoutes. Évidemment qu'il écoute. Entre deux feux. On lui a plagié son concept. Et puis le film, il a fait 500 000 entrées. Ah oui, il a bien marché. Il a fait un très bon marché. C'est pas mal, je l'ai pas vu que tu avais un micro. Et oui, d'ailleurs, moi, je pense qu'il y a moyen qu'il soit nommé peut-être en meilleur premier film pour les Césars. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ils font plus trop le. Ils font plus trop. Ils faisaient un peu pour récompenser les comédies un peu plus populaires. Ils faisaient un Oscar, un César du public ou un César du meilleur box-office qui en vrai va être très peu de sens. C'était vraiment juste pour dire on s'ouvre à des trucs un peu plus populaires. C'était un peu dommage, mais pour le coup, il y a un peu un juste milieu qui peut. Mais pour moi, peut-être pas qui va l'avoir. Mais ce que j'ai bien aimé avec Flaubert, c'est même ce qu'il disait, c'est que il touche une autre génération. C'est-à-dire qu'il y a la génération qui vont voir les films avec Danny Boone, Cocorico, La Droite française, tout ça, tous ces films qui ont toujours le même scénario et qui, je pense que vous comme moi, ne nous intéressent pas trop. Et lui propose, en gardant un peu des figures qu'on connaît, mais une nouvelle écriture, un peu sur le ressenti, la famille. Et c'est sa démarche à lui. Et heureusement qu'il est là, parce que peut-être que ça va pousser d'autres gens à nous sortir des films français de comédie, j'entends, un peu différents. Parce que des films français, il y en a des très très bien. On a cité tout à l'heure Je verrai toujours vos visages. Mais les comédies françaises, c'est vrai qu'on s'en lasse un peu, de ce format, un peu toujours le même, quoi. Tu sais, avec l'écriture jaune sur le fond bleu. Cocorico, j'ai fait les tests d'ADN. Aïe, aïe, aïe. En fait, ma famille n'est pas une famille de droite, puriste, royaliste. J'exagère, mais ça, on sait déjà ce qu'on va voir, quoi, tu vois. Après, j'ai vu les tuches, j'ai rigolé, attention. Mais je pense que c'est même pour ça qu'ils continuent à en faire, c'est que comme les gens vont moins au cinéma, ils vont voir quelque chose, ils savent ce qu'ils vont voir et ils sont sûrs d'avoir un certain standard. Maintenant, c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais non, complètement. Mais après, je sais pas pourquoi on est arrivé là, mais oui, on parlait des filmographies. Je trouve ça intéressant en vrai de découvrir les filmographies, que ce soit des acteurs, des réals. En ce moment, je m'attaque même au directeur de la photo. Je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait, voir. Alors, c'est là où ça peut vraiment changer, parce que tu as les directeurs de photo qu'on connaît un peu pour leur style. Je pense à Kaminski, qui est le directeur de Spielberg. On reconnaît un petit peu les backlights très Spielbergiennes, c'était cette lumière un peu qu'on voit dans West Side Story, par exemple. Je trouve qu'il y a une photo qui est magnifique. Là, on reconnaît des gimmicks qui reviennent, parce que le duo marche bien depuis longtemps. Et à la fois, après, tu as des DOP qui ont travaillé sur des films. Tu en as un là, qui a travaillé sur 8 Mile et Barbie. Tu vois, c'est pas du tout la même photo, mais... Et bon, là, du coup, c'est vraiment, tu t'adaptes au film et c'est encore plus beau quand un DOP arrive à donner des styles photographiques différents. Mais du coup, tu l'identifies moins aussi. Donc après, il y a des gens qui veulent un directeur de photo très identifiable. Je pense à, tu vois, par exemple, je sais pas si vous avez vu Spring Breaker de Harmony Korine. C'est le même directeur photo que Enter the Void de Gaspard Noé. Un directeur photo qui plaît beaucoup. Moi, le premier, quand j'ai vu Enter the Void, je fais la lumière, l'image, elle est vraiment belle. Spring Breaker, tu sens que c'est la même chose. C'est évidemment le même DOP. Donc lui, il assume sa patte un peu néon fluo, quoi. Et à côté, tu as d'autres DOP qui vont au contraire être des Dickens, tout ça, qui vont avoir leur réal à eux, qui vont rester avec leur réal à eux. Et puis tu en as d'autres qui s'adaptent à différentes productions. Là où les DOP s'éclatent le plus, en général, c'est sur les live-action Disney, par exemple. Alors, je dis pas que les films sont bien, c'est pas ce que j'ai dit, mais où tu as un max de budget, et là, du coup, ils peuvent faire péter tous les projets qu'ils veulent, ils peuvent s'amuser, quoi. Donc j'aime bien aussi découvrir ça un petit peu, et c'est pour ça que j'encourage les gens à acheter les films, parce que vous avez toujours les making-of, les petits bonus, et ça, c'est pour moi une grande source de formation. Voir un peu comment ils ont fait, avoir les commentaires un petit peu, comment il a pensé le plan. Tu me disais tout à l'heure en quoi ça influence des fois la production. Alors c'est vrai que dans mon cas, pas toujours, mais bon, c'est vrai que des fois on se dit tiens, je vais faire un plan, ça me fait penser à ça, ou des choses comme ça. Mais dans les films corpo, t'as pas toujours la possibilité. Mais c'est en voyant les making-of surtout que je fais ça, parce que là je fais attention, je m'arrête sur les plans. Alors quand tu regardes le film, j'aime bien me laisser entraîner dedans, c'est normal. Voilà, c'était pour faire la boucle. Boucler la boucle. C'est vrai qu'on s'était posé plusieurs fois la question de pourquoi, parce que les making-of, c'est vrai que c'est propre DVD,
Et en vrai, qu'est-ce qui empêche les plateformes de mettre en plus du film en dessous des bonus? Il y en a qui le font. Il y a Netflix qui en fait certains, mais tu as raison, c'est rare. Il y a par exemple Le Cercle des Neiges, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a le Making of qui est aussi sur Netflix. Donc ça, c'est cool. Très bon film. Oui, c'est vrai, même des docus. Mais c'est rare, c'est mettent, trop très rare. Mais c'est pas. Mais ça je crois que c'est quand c'est une production Netflix, Oui. ils peuvent le mettre, Ouais. mais sinon après, c'est parce qu'ils doivent racheter Ouais. des droits en plus. Disney Plus, Ouais. quand c'est des productions à eux, non? Disney+, je savais pas qui le faisait. Ouais, voilà, ça c'est des productions. Enfin, Mais Tous les Marvel, il y a tous les making-of et tous les nouveaux Star Wars maintenant. Ouais, donc quand c'est des Ouais. productions en effet C'est ça. par la plateforme. Ah oui, non, mais C'est quand même de toute façon, très bien Disney+, qu'ils c'est fassent. presque comment que du est-ce que Disney+. par exemple, moi, ce que je me posais comme question, c'est surtout, enfin, et que je trouve surtout dommage, c'est pour les films, on va dire, un peu plus anciens, où ils ont, par exemple, les Aliens ou les premiers Star Wars, est-ce qu'il y a quand même les bonus des anciens DVD? Les Star Wars, oui. Alors, Ok. Ah ouais, exactement. Typiquement, moi, des fois, je vais dans des petits magasins de DVD d'occasion ou de Blu-ray d'occasion et j'achète les DVD, même de vieux films. Tu vois, là, j'ai acheté, alors je l'ai même pas vu, mais j'ai acheté là récemment, d'occasion, le Godzilla de Gareth Edwards. Ok. Et j'ai même pas vu le film, que j'ai voulu regarder plutôt le making-of, tu vois. Old Boy, je l'ai acheté pour le making-of aussi. Donc, ouais, j'achète des films des fois à 2,90 €. Je sais pas, j'ai acheté Largo Winch, j'ai même pas vu, mais ça m'intéresse d'avoir la technique, quoi. Et il y a des très bons bouquins aussi là-dessus, où tu as les commentaires un peu des chefs-op, tout ça. Et mine de rien, c'est intéressant parce que tu vois un peu les problématiques. Voilà, un chef-op, si vous voulez, il doit faire une liste en fait, de matériel qui est validé ou pas par la production et faire avec. Donc, typiquement, j'avais suivi une masterclass, là, il est connu sur YouTube, Mathieu Misiraka, qui est le chef opérateur donc, d'Internet, hein, beaucoup de Ludovic, de Cyprien, mais qui a fait Le Visiteur du Futur, le film. D'accord. Et justement, on lui a reproché, moi j'ai pas personnellement, mais qu'il avait un peu ce côté YouTube dans ce qu'il fait. Mais c'est un mec aussi qui s'est formé avec YouTube, qui a fait pour YouTube, et il expliquait un petit peu que lui, par exemple, il a voulu tout faire au LED. D'accord, comme ici. Et les LED, vous savez, il y a une puissance qui est un peu limitée maintenant. On peut pas, c'est pas des HMI, vous savez, les HMI, c'est gros projets qui imitent le soleil, quoi. Ouais. Et lui, il a voulu le faire avec du LED et justement, il a trouvé des solutions. Et maintenant, vous voyez, je sais pas, j'ai vu ça récemment sur Insta, là, les Nanlux qui font 2700 watts. On peut éclairer une forêt, quoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, pour en revenir à ça, c'est que moi, à la base, j'ai fait un BTS montage parce que justement, pour moi, le tournage, l'éclairage, le cadrage, c'était inaccessible à mon. Mais je parle de 2010. C'est-à-dire qu'il y avait le Canon 5D qui venait d'arriver, mais avant ça, c'était des caméras qui coûtaient trop cher. L'éclairage, c'était les mandarines, les blondes, des trucs qui chauffaient un max. Ouais. Franchement, ça m'intéressait pas. J'avais essayé, puis il fallait avoir un brevet d'électro et tout ça. Hein. Et ça faisait que griller, il fallait changer l'ampoule. Les tubes Kinoflow là, qu'on utilisait en télé, là. J'ai travaillé avec ça. J'ai travaillé à la télé locale de Toulouse. C'était ça. Et je dis, mais c'est pas marrant, quoi. Qu'est-ce que c'est pas marrant? Et quand est arrivé les LED, surtout ça, les projecteurs Cobb, je dis, c'est clairement trop bien, en fait. Et du coup, je me suis dit, le montage, ça m'intéresse beaucoup moins. Ça m'intéresse toujours. Mais je trouve que c'est vraiment, on ne se rend pas compte de l'évolution qu'il y a eu en 10 ans. Mais moi, j'ai démarré en 2010. Et le 5D venait de sortir. Déjà, c'était la folie. Donc, j'en ai vite acheté un. Et après, tu as les tubes LED, les LED en général qui sont arrivés. Et là, c'est devenu intéressant de faire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins de moyens. Et vous arrivez à faire un studio de podcast propre. Et voilà, et c'était pas accessible à l'époque, pour vous comme pour moi, financièrement. Donc je trouve que voilà, ça évolue dans un bon sens, ça c'est cool. On va pas faire le débat sur l'intelligence artificielle qui continue qui nous fait aussi évoluer. Mais je sais pas pourquoi je suis arrivé jusque-là, hein. Je suis perdu. Mais on était sur la folie, un jeu. On était sur un jeu Twitch. Il y avait un jeu. Léa, c'est voilà, ouais. Les premiers films, non, mais en vrai, c'est intéressant. Oui, bien sûr. Parce que c'est comme je disais, c'est passionnant. Donc, mais je me suis perdu. J'ai vu qu'il y avait un Pulp Fiction là. Voilà. Je suis content. Je l'ai même pas vu avant, ça aurait pu m'aider. Je regarde un petit peu les posters. Scorsese aussi, j'en ai pas parlé, mais Les Infiltrés a été un de mes films préférés pendant longtemps. C'était la petite anecdote pour vous, chez vous. Et pour le dernier, alors du coup, un stream cuisine qui dégénère et qui dévoile un secret caché depuis longtemps. Ouais, j'ai vu. C'est alors pour moi, je pense à ça. C'est Domingo que j'aime beaucoup, j'admire beaucoup. Et en fait, il était avec Jiraya. C'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Avec Jiraya qui, à l'époque, avait les cheveux longs. Je ne sais pas si vous connaissez le streamer Jiraya, qui avait les cheveux longs. Et moi, je l'ai connu comme ça. Et là, je crois qu'il y a ce qu'ils font. Ils font un air football. Et du coup, c'est un air football. Et le bonnet, il y a son bonnet. Ouais. Et on voit qu'il a une énorme calvitie. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Et du coup, après, il s'est rasé les cheveux. C'est ça. Ouais, je sais. Je m'attendais à un cadavre, un truc de fou, le secret, tu vois. Désolé, j'ai complètement. Mais du coup, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est vrai. C'est ça, effectivement. Ouais, j'ai vu ça. C'était un peu un moment Internet assez ouais, c'est un grand moment iconique. Et voilà, je sais absolument pas qui a gagné le jeu,
De toute façon, oui, je crois qu'on est. Oui, de toute façon, c'est moi. Mais c'est. Je sais pas. Bah, on va conclure du coup déjà peut-être en résumant, mais déjà du coup d'aller voir ta chaîne Twitch quand même. Oui, ma chaîne Twitch, merci, c'est gentil. Xavier Roméo TV. Alors, je sais pas pourquoi, quand on le tape dans la barre de recherche, actuellement, ça marche pas. Bizarre. Donc, tapez bien Xavier Roméo TV sur l'URL ou allez sur Insta et vous me suivez sur Insta. N'hésitez pas, tous les dimanches, ou un dimanche sur 2, de 16h à 18h. Super. Bon, bah, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Abonnez-vous. Ok. Et n'hésitez pas à passer. Mais merci. On se dit à la prochaine. Bisous. Ciao. Merci à vous. Ciao.